Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour à vous, tout est dit, bienvenue dans Tour de Plaine, le magazine du monde rural et agricole, une émission proposée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube, une émission également diffusée sur RCF Aube Haute-Marne, Radio Campus 3 et Thème Radio. Avec moi dans ce studio, Laurent Moussard de Radio Campus 3. Bonjour Laurent. Bonjour Guy, bonjour à tous. Et pour nous parler aujourd'hui du bio en grande culture, nous accueillons Anthony Lekemner. Il est conseiller bio grande culture à la Chambre. Bonjour à vous. Bonjour. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Alors Anthony Lekemner, tout de suite une première question. Quel est votre rôle, vous, à la Chambre d'agriculture ? Alors, je suis donc conseiller en grande culture biologique. Donc, mon rôle, c'est d'étudier et d'accompagner les agriculteurs dans leur projet de passage de la ferme en agriculture biologique, savoir s'il y a une pertinence technique et économique de passer la ferme en bio, puis après de les accompagner techniquement dans le déploiement de leur projet au quotidien. On peut donner une définition du bio. C'est quoi le bio ? Alors, si on veut faire une définition très simple, c'est l'absence de produits de synthèse, que ça soit pour traiter les cultures ou pour fertiliser les cultures. Ouais, ça veut dire que l'agriculteur doit avoir recours à d'autres produits de substitution. Par exemple, sur les fertilisants, c'est des engrais organiques ou des minéraux naturels. Et puis sur les traitements, ce sont des produits de traitement naturels comme les purins d'ortie, les extraits de plantes de manière générale. Ça représente quelle surface dans le département aujourd'hui ? Alors ça représente 1,7% de la SAU du département. Donc SAU, c'est... Donc c'est la surface agricole utile, donc c'est l'ensemble de la surface cultivée dans le département. Donc 1,7% de cette surface. On peut penser que c'est peu. C'est peu par rapport à d'autres départements, notamment les départements du Sud, mais c'est en cohérence avec les départements qui nous ressemblent, c'est-à-dire les départements du bassin parisien. Ouais, ça veut dire qu'on a beaucoup de retard, il va falloir que les agriculteurs prennent le virage ? Parce que c'est une initiative qui doit leur revenir, leur incomber, c'est ça ? C'est une initiative qui doit être celle de l'agriculteur. C'est un changement stratégique de l'exploitation, donc c'est l'agriculteur qui en fait le choix. On est en retard, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que la bio, dans nos départements, dans nos régions, c'est une question qui s'est posée plus tardivement. Donc plutôt dans les années 2010 où on a commencé à avoir des projets de plus en plus nombreux. C'est notre spécificité de grande culture justement qui a fait que parce qu'on a des grandes surfaces, conservé un petit peu ces méthodes. Oui, on a des systèmes tournés vers la grande culture, l'agro-industrie qui sont un petit peu plus difficiles à passer en bio de par leur construction logistique et leur construction filière. Donc ça a mis plus de temps aussi pour appréhender les passages de ces fermes. Alors vous dites 1,7%, mais il y a quand même une progression ces dernières années. Très forte. Notable, oui. Parce qu'on est passé en l'espace de 4 ans de 0,7% à 1,7%. Donc on est en forte croissance. Une croissance qu'on n'a jamais connue auparavant. Comment se passe votre rôle ? Est-ce que c'est l'agriculteur qui, à un moment ou un autre, se pose la question et vient frapper à la porte de la Chambre d'agriculture ? Ou est-ce que c'est vous aussi qui, de temps en temps, allez frapper à la porte des agriculteurs en leur disant peut-être que vous devriez tenter le bio, non ? Il y a les deux aspects. Ouais. Souvent, c'est l'agriculteur qui vient vers nous, mais on rencontre aussi l'ensemble des agriculteurs avec lesquels on travaille chaque année. Et au cours des discussions qu'on a avec eux, on peut s'apercevoir qu'ils se posent des questions sur la stratégie bio et auquel cas, on les oriente vers nos services d'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez des réunions d'information régulières à la Chambre et où vous invitez les agriculteurs qui se posent des questions sur le bio ? Ça arrive qu'on fasse ce type de réunion, on va dire d'information, mais la plupart du temps, c'est des contacts directs et en individuel avec les agriculteurs. Alors aujourd'hui, on est à combien d'agriculteurs convertis ou en voie de conversion ? En voie de conversion. On va être aux alentours de 140 producteurs. Ça comprend les céréaliers et les viticulteurs, sachant que les maraîchers, les arboriculteurs sont très peu représentés. Et dans les céréales, tous les types de cultures sont concernés ou... Les principales cultures, c'est toujours les mêmes. C'est le blé, le triticale, l'orge, le pois, les lentilles, les luzernes. Voilà. En vous citant ces quelques cultures, les betteraves ? Les betteraves sucrières, non, parce que la filière est en cours de construction. Ouais, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. On peut imaginer que d'ici quelques années, on puisse avoir des possibilités de commercialiser de la betterave bio. Ouais, Laurent vient de prononcer le mot conversion. Il est bien entendu que c'est pas l'agriculteur du jour au lendemain qui dit j'arrête tout, je me convertis 100% bio. Ça se fait pas, ça.
Il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a des délais de carence, en fait, il choisit pas lui-même, c'est-à-dire que c'est un processus de certification, c'est-à-dire qu'il doit faire une demande d'engagement dans le label bio. Ouais. Et ça se fait par parcelle? Et ça se fait, chaque parcelle a sa propre date d'engagement. Et avant de pouvoir commercialiser en bio, il faut qu'il produise selon le cahier des charges bio pendant 2 ans, sans pouvoir commercialiser en bio. Ça veut dire que ce qu'il produit pendant 2 ans, il est obligé de le vendre comme non bio. Comme non bio. Et il y a des contrôles justement qui sont faits. Comment ça se passe? Alors le label bio est contrôlé par des organismes privés, donc accrédités par l'État. EcoCert, Bureau Veritas, Biotech et Certipac pour ceux qui travaillent dans nos secteurs. Et ces organismes certificateurs viennent chaque année contrôler l'agriculteur administrativement et techniquement sur le terrain, voir s'il a respecté les règles du cahier des charges. S'il les a respectées, on lui donne un certificat qui lui permet de vendre ses cultures. S'il ne l'a pas respecté, il n'a pas le certificat. Est-ce qu'il y a des protections, des systèmes qui permettent de garantir vraiment le caractère bio des parcelles? Parce que juste à côté, il peut y avoir une parcelle qui est non bio. Le bio, c'est une obligation de résultat, c'est-à-dire si vous vendez un produit sur lequel il y a des résidus de produits phytosanitaires, il sera déclassé systématiquement. Donc il y a des risques là, forcément. Voilà, personne ne vous empêche, l'organisme certificateur ne veut pas vous empêcher de mettre votre champ bio juste à côté d'un champ conventionnel. Par contre, s'il y a une dérive de produits phytosanitaires, il devra déclasser la production. Alors, est-ce qu'il y a des systèmes, justement? Si on a plusieurs parcelles, on va choisir celle qui va convenir le mieux. Celles qui sont le plus isolées, qui sont peut-être... alors, quand on parle d'isolement, c'est soit par des haies, des bosquets, des bandes enherbées, qui limitent les problèmes de dérive, qui sont assez fréquents, parce que même les pulvés qui pulvérisent avec une grande précision peuvent avoir des bordées de 50 cm à 1 mètre, et... Ce 50 cm à 1 mètre sera déclassé par l'organisme certificateur comme ayant été traité. On va revenir sur la procédure. Donc, un agriculteur se pose la question, peut-être que je vais me lancer dans le bio. Donc, vous disiez tout à l'heure, il choisit un certain nombre de parcelles qui va demander à soit classée, c'est ça? Qui va demander qu'elle soit engagée en bio. C'est ce qu'on appelle la date de début d'engagement. Voilà. Et donc, c'est là que commence ce délai de carence de 2 ans. Voilà. À partir de la date qu'il a choisie, il ne peut plus appliquer de produits ou de techniques qui ne sont pas autorisés par le cahier des charges. Donc, s'il prend la date d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il devra respecter le cahier des charges bio. Par contre, c'est que dans 3 récoltes, c'est sa récolte 2021, qui sera la première récolte vendue en bio. La 19 et la 20 ne pourront pas être vendues en bio. Quel est l'intérêt pour un agriculteur de définir quelques parcelles en bio? Il sait qu'au bout de 2 ans, il va pouvoir vendre sa production plus chère qu'une production conventionnelle, ou quels sont les atouts, quels sont les attraits pour l'agriculteur de faire du bio? Les attraits principaux, ce qui guide aujourd'hui les passages en bio, c'est un prix de vente rémunérateur et en accord avec le coût de production. D'accord. Le principal. On parle de blé bio à 430 €. Donc ça, c'est le premier atout, c'est-à-dire qu'on vend au prix que ça coûte de produire. On peut avoir le prix normal du conventionnel? Aujourd'hui, il est remonté, mais si on reparle des années où on parlait d'un blé à 140 ou 150 € tonne. Donc c'est multiplié par 3. Et oui, donc là, ça devient très intéressant économiquement. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la limitation de la pression réglementaire. Étant donné qu'il y a moins d'utilisation de produits, et des produits plutôt qui ne sont pas qui n'ont pas pour objectif d'être supprimés prochainement, ce sont des produits naturels. Il y a moins de pression réglementaire qu'il n'y a en conventionnel. Alors, au bout de 2 ans, on supprime aussi en conventionnel beaucoup de produits, de solutions techniques qu'il faut trouver des alternatives, et parfois c'est très compliqué de trouver des alternatives à certaines suppressions de produits. Et au-dessus de tout ça, il y a la pression sociétale aussi, on peut en parler, qui rentre aussi en jeu, et que les agriculteurs intègrent dans leur processus de passage en bio. Aujourd'hui, ce qui coince le plus, c'est quoi? C'est le processus industriel qui n'est pas encore capable d'absorber toute la production bio, ou est-ce que c'est ou de s'adapter? S'adapter, ou c'est le nombre d'agriculteurs qui ne sont pas encore assez passés, qui ne sont pas assez convertis au bio? Non, le processus industriel pose maintenant des problèmes dans quelques cas très particuliers. On a parlé de la betterave sucrière tout à l'heure. Effectivement, les agriculteurs qui sont betteraviers conventionnels
tant qu'on leur propose pas une solution sûre pour vendre leurs betteraves en bio, ils ne passeront pas en bio. La majeure partie des céréaliers, ils ont plus de problème au sens où toutes les coopératives aujourd'hui de nos secteurs sont engagées dans le bio et donc ils peuvent vendre à leur coopérative en bio comme ils vendaient avant au conventionnel. Est-ce qu'on est bien d'accord que toute la filière doit avoir le caractère bio pour conserver justement ce label bio jusqu'à la fin, le produit final? Toute la filière doit être labellisée, que ça soit l'agriculteur, que ça transport. soit la coopérative qui collecte les grains, le transport, la commercialisation. Et vous disiez tout à l'heure, délai de conversion de 2 ans. Ça veut dire que au bout de 2 ans, l'agriculteur a d'office le label bio, ou est-ce qu'il y a une enquête, des mesures qui sont faites pour lui décerner le label? Non, à partir de 2 ans, il peut vendre en bio. Il a son contrôle annuel. Ouais. Et chaque année, il a un contrôle de son organisme certificateur. Donc au bout de 2 ans, il a systématiquement sa production à le label bio. Oui. Et ce label est validé par le contrôle annuel. Tant que l'organisme certificateur n'est pas passé pour contrôler, il ne délivre pas le certificat qui permet de vendre sur le marché. Le contrôle se fait une fois que la récolte a été faite ou sur place dans le champ? C'est-à-dire on vérifie aussi l'état du sol et des éléments qui peuvent être intégrés au sol. Il peut se faire à n'importe quel moment, mais il se fait avant la récolte parce qu'il faut au producteur son certificat pour pouvoir vendre. Généralement, il se fait plutôt au printemps avec les cultures en place. Voilà. Il y a plusieurs labels bio. Il y a un label national, il y a un label européen, c'est le même. Il y a qu'un seul label. Il y a qu'un seul label. Il y a un label européen. Ouais. Qui a une déclinaison, on va dire, cosmétique de AB. Ouais. AB, mais c'est le AB est rattaché au label européen. D'accord. Donc quand on est labellisé bio, on l'est pour l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire voilà qu'un Allemand, qu'un Espagnol, un Italien ou un Français soit labellisé bio, il est soumis au même cahier des charges. On est sur le même pied d'égalité. Oui. Il n'y a pas de différence. Il peut y avoir des différences. En fait, on a le même texte réglementaire, qu'on soit clair. Mais, si vous voulez, la traduction du texte réglementaire dans les langages nationaux peut induire des nuances nationales que les consommateurs parfois ne comprennent pas, mais c'est des nuances d'interprétation du règlement, tout simplement. Nous sommes avec Anthony Lequemener. Nous parlons du bio dans les grandes cultures. On revient dans un instant après cette pause musicale. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. C'est votre rendez-vous avec le magazine du monde rural et agricole, Tour de Plaine. Nous parlons aujourd'hui de grandes cultures bio et nous sommes avec Anthony Lequemener. Il est conseiller bio grande culture auprès de la Chambre d'agriculture. On va revenir, si vous le voulez bien, sur ce cahier des charges parce que c'est lui qui définit tout quasiment. Qui définit les règles que doit appliquer l'agriculteur biologique pour vendre sa production avec le label bio. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve, par exemple? Il s'engage à ne pas utiliser de fertilisants, Il s'engage à ne pas utiliser de fertilisants de synthèse. Ouais. Donc, il peut utiliser des fertilisants organiques. Ouais. Et donc, il y a On disait, par exemple, le purin d'ortie, par exemple. Alors, le purin d'ortie est un produit plutôt de stimulateur des plantes, donc qui est dans un produit de traitement. Ouais. Mais il va avoir une liste précise des produits organiques qu'il peut épandre ou ne pas épandre sur son exploitation. C'est des produits qu'on connaît depuis toujours, en fait. Ça va être des fumiers, ça va être des lisiers, des produits issus de l'élevage en grande majorité. Alors comment ça se passe quand une exploitation n'est pas en conversion totale? Il y a juste une partie de l'exploitation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ferme mixte dans le jargon. Donc une ferme mixte, c'est une ferme qui porte à la fois une activité bio et une activité conventionnelle. C'est autorisé depuis 2009. Sous réserve de ne pas produire les mêmes cultures la même année sur l'unité bio et l'unité conventionnelle. Donc je peux pas avoir du blé bio et du blé conventionnel pour ma récolte 2019 sur la même ferme. Mais même s'il est dans cette période des 2 ans. Même s'il est sur la période de conversion. C'est-à-dire que voilà, le jour où il décide de faire du blé bio, il ne doit plus avoir d'autres parcelles de blé. Il ne doit pas avoir de parcelles de blé en conventionnel. Alors quelles sont les pratiques à mettre en œuvre pour éviter les confusions justement ? Au niveau du matériel, de l'utilisation du matériel, parce que ça va être le même tracteur. Ça va être le même tracteur, les mêmes outils. Oui. Donc, il y a des si outils. on pulvérise aussi, et il y a qu'un pulvérisateur, comment ça se passe? L'agriculteur doit écrire une procédure de nettoyage qui est validée par l'organisme certificateur et après il doit se soumettre à cette procédure de nettoyage et c'est ça que contrôlera l'organisme certificateur. Oui, parce qu'on disait qu'il est sûr de vendre sa production plus cher au meilleur prix. Mais il y a quand même des contraintes.
financières, notamment sur l'entretien du matériel. Les contraintes sont surtout d'ordre technique, c'est-à-dire qu'on impose des contraintes de conduite technique des cultures qui, concrètement, sur le terrain, font perdre 55% de rendement sur les meilleures terres et 70% de rendement sur les moins bonnes terres. Donc le prix de vente vient aussi compenser la perte de rendement. Et est-ce que les risques, les conséquences des aléas climatiques sont plus importantes sur ces cultures bio? Est-ce qu'elles sont plus fragiles, pour résumer? Non, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que quand on voit des conséquences climatiques telles la sécheresse, elle affecte pareillement des blés conventionnels ou des blés bio. Vous parliez tout à l'heure de perte de rendement. Les ingénieurs agricoles, ils travaillent sur ça, justement, pour essayer de réduire ces pertes de rendement. Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que ça a progressé au fil des ans? Ça a progressé, mais pas tant que ça. Depuis les premières fermes qu'on avait en bio, ça progresse, mais on a encore des grosses marges de manœuvre techniques. Vous voyez que depuis quelques années, depuis 5-6 ans, l'arrivée des bineuses caméras, vous avez des RC-Tri qui intègrent de la technologie maintenant donc en gros vous avez on va dire un boom de des solutions technologiques en bio qu'on n'avait pas auparavant. Donc ce boom est assez récent finalement, et donc ça explique pourquoi on n'a pas tant progressé par rapport au système historique qui était passé en bio dans les années 80. Et vous pensez qu'on va pouvoir gagner en rendement? Oui. Bien, surtout sur les terres de Champagne-Crieuse, on a un potentiel d'augmentation qui est conséquent. Alors là, on parle quantité, rendement, si on parlait un petit peu qualité aussi, parce qu'il y a des atouts quand même au niveau du bio. Si vous voulez, la qualité d'un blé bio et d'un blé conventionnel, c'est la même d'un point de vue technologique ou d'un point de vue nutritif. Ce qui change, c'est l'aspect résidu ou pas résidu. Alors, quand on parle des résidus, c'est surtout des résidus d'insecticides de stockage, et sur d'autres cultures, mais on sera plutôt sur le maraîchage ou les fruits, où là, ça varie par rapport aux résidus de traitement. Voilà. Donc c'est surtout une approche résidu qui diffère de la qualité des deux produits. Tout à l'heure, on parlait du nombre de producteurs dans le département. La majorité des producteurs au bois sont à 100% ou... On est dans des secteurs qui sont très marqués par la mixité, donc c'est-à-dire... Il y a encore beaucoup de mixité. Parce qu'on a des exploitations qui sont quand même de grande taille, des exploitations qui ont parfois de la betterave, qui ont parfois des cultures industrielles en conventionnel qui ne veulent pas abandonner immédiatement, et donc qui ont plutôt un passage en bio progressif. Elles finissent par être 100% bio, mais sur plusieurs années, sur 5 à 10 ans. Et est-ce que le message passe plus facilement auprès des jeunes? Non. Non. Moi, je considère que les agriculteurs que j'accompagne le plus sont des agriculteurs qui ont une quarantaine d'années et donc qui ont déjà une expérience, qui ont vécu et qui ont une expérience de leur stratégie en conventionnel, qui la mettent en relief et qui sont dans une réflexion d'évolution de leur stratégie. Et ils font rentrer le bio comme un scénario possible qu'ils étudient. Et avez-vous rencontré des agriculteurs qui regrettaient leur passage au bio ou qui sont confrontés à des difficultés importantes? Alors, pour répondre à la question, je dois préciser un élément, c'est que les deux derniers vagues de passage en bio, c'est 2010 et 2015-16-17. Donc forcément, sur 2015-16-17, je vais pas vous répondre parce que le recul est encore trop faible. Mais 2015, j'ai identifié aucun producteur qui m'a avoué avoir fait une bêtise en changeant sa stratégie d'exploitation. Lorsque l'on dit que vous êtes, vous, conseiller grande culture bio, ça veut dire que, bon, on a compris, vous accompagnez l'agriculteur dans sa démarche, mais est-ce que vous êtes aussi un référent, vous suivez l'agriculteur dans cette transition, dans cette conversion? Voilà, c'est ce qu'on appelle le conseil technique. Donc le conseil technique consiste à accompagner au quotidien, s'ils ont un problème précis, s'il y a des questions, s'il y a des problématiques à traiter, des réflexions d'évolution de l'itinéraire technique ou de la façon de faire ou de conduire les cultures. Oui, ça c'est ce qu'on fait au quotidien avec les agriculteurs. Et ça, c'est un service proposé par la Chambre. Oui, exactement. Oui. Et quelles sont les projections, un passage au bio de l'ensemble des cultures du pays, c'est envisageable? Est-ce qu'on réussirait quand même à couvrir les besoins alimentaires? Il faudrait peut-être remettre en culture pas mal de parcelles. Moi, je poserais pas la question en ce sens. Je poserais la question: quel est le marché du bio?
Ouais. Quelle est sa croissance, quels sont ses besoins, et donc combien de surface il faut pour assurer le besoin C'est une du marché bio. Il y a une forte croissance et elle est de plus en plus importante là. Donc si le consommateur un jour, 100% des consommateurs veulent du bio, on produira quasiment, énormément de surface en bio, mais par contre si que 20% des consommateurs veulent du bio, on mettra les surfaces en conséquence de cette demande. Aujourd'hui, on importe. On importe encore aujourd'hui, On importe surtout du blé beaucoup, meunier. Beaucoup, ouais. Du blé meunier, donc pour faire le pain, on importe d'Italie du blé. Donc ça veut dire quelque part, attention, si vous êtes agriculteur, si vous faites du blé, il y a peut-être des opportunités. Ça veut dire que concrètement, on est très loin d'une saturation du marché. Donc l'agriculteur qui se dirait je vais passer en bio, oui, mais peut-être que demain le marché sera saturé. On n'est pas du tout dans cette situation à l'heure actuelle. C'est prématuré de parler de ça aujourd'hui. Ouais. On voit que de plus en plus les médias au niveau national évoquent cette croissance du bio. Est-ce que vous constatez aussi, vous, un regain d'intérêt chez les agriculteurs ? Oui, concrètement, on n'a jamais accompagné autant de projets que ce qu'on fait en ce moment. Donc c'est complètement positif pour vous. C'est positif pour, si vous voulez, nous, notre objectif, c'est pas de passer les fermes en bio, de ne pas les passer. C'est que l'agriculteur ait une... Mais de répondre quand même à la demande des consommateurs. Oui, la demande des consommateurs. Nous, notre objectif, qu'on soit clair, c'est pas de répondre à la demande des consommateurs, c'est bien de répondre à la demande des agriculteurs qui veulent vivre de leur métier, donc avoir une stratégie d'exploitation qui leur permette de faire ça. Et donc, il m'est arrivé de dire à des agriculteurs de pas passer en bio parce qu'ils n'avaient pas la possibilité financière d'assumer un passage en bio. Donc, il faut aussi savoir dire à un agriculteur que le passage en bio est pertinent pour lui et savoir. C'est ces 2 années de carence qui posent problème? Oui, le besoin d'investissement, c'est-à-dire que quand vous passez en bio, il faut investir dans du matériel, parfois du stockage, et il y a des exploitations qui ont des capacités financières qui ont été dégradées ces dernières années à cause d'une mauvaise conjoncture en conventionnel et qui n'ont pas forcément la capacité d'investissement pour passer leur ferme en bio. Et au niveau de votre zone d'action au sein de la Chambre d'agriculture, vous vous limitez au département de l'Aube ou il vous arrive aussi de traverser un petit peu les frontières du département, d'aller voir vos collègues des autres départements? Si vous voulez, moi je travaille que dans le département de l'Aube en termes de conseils, mais on travaille de plus en plus en interdépartement, donc avec la Marne et puis la Haute-Marne. Donc c'est-à-dire qu'on a un service technique qui est mutualisé avec ces chambres. Et il n'y a pas de disparité. Vous disiez qu'on est à peu près tous au même niveau. Voilà, on propose le même service et puis on dialogue entre collègues parce que aussi la force du conseil technique, c'est de pas être tout seul. Et en bio, on n'est que 1 ou 2 conseillers par département. Et la raison, c'est la typologie assez semblable des cultures entre ces différents départements, quoi. Le nord de l'Aube a une grande pertinence de se rapprocher de la Marne et le sud de l'Aube de la Haute-Marne. Anthony Lequemener, merci à vous. On renvoie tous les agriculteurs qui souhaiteraient en savoir plus auprès de votre service, au sein de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir Guy, au revoir à tous. Tour de plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube.